Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler de soins et de guérison. Cette thématique me parle particulièrement parce que mes différentes reconversions professionnelles sont la conséquence de ma frustration de ne pas avoir les outils pour aider mes clients à résoudre leurs souffrances de manière durable et donc de guérir. En gros, quand j'ai commencé à exercer comme kiné, mon but c'était que mes patients repartent avec moins de douleur, plus de fonctionnalité, plus de mobilité physique. Et assez vite, en fait, je me suis rendu compte que même si effectivement les outils que je leur proposais étaient efficaces à court terme, certains se reblessaient ou rentraient dans une sorte de chronicité des symptômes et que je pouvais aider à soulager en partie ou juste à très court terme. Du coup, j'ai essayé de comprendre comment aider les gens plus profondément, de manière plus pérenne, et je me suis formée en nutrition, en micronutrition, j'ai tenté d'autres prismes de lecture, de l'ostéopathie, etc. Et puis, peu de temps avant de finir ma carrière de kiné, je me suis formée en hypnose analgésique, et j'ai vu des améliorations vraiment frappantes et pérennes chez des personnes que j'accompagnais depuis des mois, voire des années, corporellement, on va dire, en tout cas de manière kinésithérapique. Et là, je me dis que peut-être qu'au lieu d'aider les gens à avoir moins mal physiquement, je peux les accompagner pour qu'ils se créent une vie où ils n'ont plus de raison d'avoir mal, d'avoir des symptômes physiques, de mal-être. Et le truc, c'est que la kiné, c'est un métier conventionné. Ça veut dire que si on veut jouer le jeu du système de santé et être remboursé par la sécurité sociale, il y a un cadre à respecter, c'est normal. Et si on veut sortir de ce cadre, on peut en partie en se déconventionnant, et donc en étant plus remboursé, soit totalement en pratiquant sous un autre titre que kinésithérapeute. Moi, j'ai choisi cette deuxième option, en arrêtant totalement mon activité de kiné, en adhérant plus à l'ordre des kinés, pour prendre une pause, retrouver le goût de l'accompagnement. Et là, du coup, j'ai fait du massage, de la formation, du consulting marketing, du tatouage, etc. Et une fois que l'envie de retourner dans l'accompagnement est revenue, je me suis formée au coaching chez David Laroche. Et en commençant à pratiquer le coaching, je comprends que les outils qui me manquaient quand j'étais kiné étaient là. Bien sûr qu'une personne qui prend un chemin de vie qui la saoule va expérimenter des symptômes physiques, psychologiques, sociaux, etc. Et bien que soulager cette personne a du sens pour qu'elle ait les ressources pour aller dans la voie qui l'inspire, donc en soi soigner, c'est pas mal, soigner les symptômes, c'est pas mal. Mais je me rends compte à ce moment-là que c'est tout aussi important de l'aider à avoir accès à cette voie en enlevant les blocages qui l'empêchent d'arriver. Qui l'empêchent d'arriver dans cette vie qu'il imagine et dans cette vie qui va lui faire du bien, profondément. À ce moment-là, on est en début 2024 et je commence à réexpérimenter de la frustration en voyant que certains de mes clients en coaching butent sur des blocages plutôt deep. Alors souvent, c'est du trauma, donc de l'ordre sexuel, type viol, inceste, ou d'autres problématiques. Et là, la vie est bien faite parce que je croise le chemin de Julien Musy, qui est également coach, et je kiffe son prisme de lecture, son approche. Du coup, je me forme chez lui et j'expérimente sur moi les outils pour réussir à débloquer les situations qui me semblaient impossibles encore quelques jours plus tôt. Et après cette longue introduction, pour t'expliquer le contexte de cet épisode, voilà un condensé du livre Les 12 étapes de la guérison du docteur Denis Epstein. Et je me suis inspirée de ce livre, mais également du webinaire donné par Julien Musy, qui porte ce même nom, et le lien est en description si ça t'intéresse. Mais en gros, selon le docteur Denis Epstein, il y a une distinction à faire entre curing, donc le fait de soigner un symptôme, et healing, le fait de guérir. Soigner, donc, c'est enlever le symptôme, enlever le message que notre corps nous donne, et soigner, on peut se dire que c'est le fait de nier une part de soi. Et guérir, c'est écouter nos symptômes et ajuster notre vie pour aller vers ce qu'on veut profondément, suivre sa raison d'être, et donc ne plus expérimenter ce symptôme. À l'intérieur de nous, il y a une sagesse. Et si on met de côté ces parts, on va expérimenter 4 types de symptômes. Donc, tout d'abord, des symptômes plutôt psychologiques, par exemple un flou mental, des pensées négatives, une difficulté à se concentrer, un manque d'enthousiasme, une dépression. Puis des symptômes physiologiques, physiques, donc des douleurs, de la fatigue, des maladies. Et ensuite, des symptômes sociologiques, par exemple des deuils, des conflits, des ruptures. Tu vois, une fois que t'as mal partout, que tu te plains tout le temps à ton ou ta conjointe, il y a une probabilité que ça crée des conflits internes. Et après, si t'as pas écouté tous ces symptômes, que t'as pas reçu tous ces symptômes, que t'as pas entendu le message, tu peux avoir des symptômes théologiques du type accident inexplicable, tu vois, le moment où juste tu fonces dans quelqu'un te fonce dedans, enfin voilà. Des trucs où t'as tellement, dans tes pensées, t'es tellement plus bien dans ta vie que ta vie te donne un message un peu plus clair, tu vois, pour que tu imprimes bien le truc. Face à ces symptômes, on a 2 choix. Soit on essaie de soigner, donc de nier les messages du soi, et notre système de santé est majoritairement basé là-dessus puisque le but est de ne plus ressentir le symptôme. Soit on veut guérir, donc redevenir complet, réintégrer la part qui demande de l'attention à travers ces symptômes, et pour ça on va passer par 12 étapes. Bon, ce sont, petite parenthèse, soigner et donc diminuer la force du message, ça a du sens. Je dis pas que le système de santé ne sert à rien. Ça a du sens parce que ça peut nous permettre de retrouver les ressources pour ensuite pouvoir guérir. Dans le sens où, si t'es vraiment en PLS, on est bien d'accord que prendre des médicaments pour aller un peu mieux, pour retrouver l'énergie, pour ensuite aller plus loin, ça a du sens. Ok. Et dans les 12 étapes dont je vais parler, là, chaque étape contient son rythme naturel et sa leçon.
Et c'est seulement une fois que la leçon est intégrée que tu peux passer à l'étape suivante. Et tu verras, la plupart des personnes dans le monde en général oscillent entre l'étape 1 et l'étape 2 et sont en boucle là-dessus. Tout simplement parce que la première étape, c'est celle de la souffrance. Donc c'est le moment où tu souffres d'une situation, où tu as une douleur physique ou autre, et ça t'empêche de passer... En fait, ce qui t'empêche de passer à l'étape 2, c'est que tu la reconnaisses pas, que tu la conscientises pas. Même si ça peut paraître évident dit comme ça, en fait, je suppose qu'il y a des moments dans ta vie où toi aussi, tu as vécu une souffrance pendant des mois, voire des années, avant de capter que c'était un problème. Par exemple, je sais pas si tu as mal au dos pendant des années, et tu te dis, c'est ok, enfin, voilà, pas de problème, quoi. Ou si tu as mal au ventre après avoir mangé les crevettes pas si fraîches de Tata Jacqueline, mais que tu pas encore fait le lien entre les crevettes et ton mal de ventre. Tu vois, genre, t'as mal, mais bon, voilà, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est celle de la fuite vers le miracle. Donc ça, c'est le moment où tu veux trouver une manière de sortir de cette souffrance, mais en mettant ton pouvoir à l'extérieur de toi. À ce stade-là, ton ego est trop faible pour trouver la solution à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est une étape où on est très jugeant, genre c'est bien, c'est mal, et on s'accroche à quelque chose d'extérieur, de miraculeux, censé nous libérer de la souffrance. Ça peut être un médoc, un thérapeute, un coach, une religion, une information, une méthode, un homme ou une femme, un partenaire de vie, tu vois. Et si on reprend l'histoire des crevettes de Tata Jacqueline, ça serait l'étape où tu cherches frénétiquement dans des antivomitifs, dans tes médicaments, dans ta trousse de secours, alors que tu aurais tout intérêt à expulser cette crevette pour ton organisme, parce que c'est toxique pour toi. Et le problème de cette fuite, c'est qu'elle me ramène toujours à l'étape 1, parce que le soulagement qu'elle m'apporte, il est toujours temporaire. Tu vois, tu prends un antivomitif, mais tant que ton organisme n'a pas expulsé cette crevette, concrètement, tu auras toujours envie de vomir. Et tant que ce message n'est pas compris, le sage en moi, il va continuer à créer du bordel jusqu'à ce que je l'intègre. Je passe à l'étape 3, le jour où je prends ma responsabilité, avec une compréhension et une conscience que je suis bloqué dans une perspective, et d'ailleurs c'est le nom de cette étape, être bloqué dans une perspective. Et c'est là que je m'ouvre à l'idée que ça vient peut-être de moi. C'est le moment où je capte que mon envie de vomir, elle est peut-être liée aux crevettes pas si fraîches de Tata Jacqueline que j'ai ingurgitées. Et ça peut aussi être le moment où, si j'ai enchaîné X relations toxiques, enfin que j'ai étiqueté de toxiques, je prends conscience que le dénominateur commun de toutes ces relations, c'est moi. Et que j'ai le pouvoir interne, du coup, de surpasser cette souffrance. Donc, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça tombe bien, car la 4e étape, c'est celle de réclamer son pouvoir. Ici, l'idée, c'est pas de prendre une décision qui te referait passer à l'étape 2, c'est de t'engager envers toi-même, de ne plus jamais revivre cette expérience que tu vis. Ou si tu la revis, tu fais la promesse d'être là pour toi, pour la prochaine fois que ça arrive. Et souvent, on croit qu'on prend son pouvoir en évitant de vivre l'expérience, genre on quitte son conjoint, on quitte son boulot qu'on n'aime pas, mais c'est juste une fuite, c'est à nouveau du curing, tu retournes dans l'étape 2. Et si on reprend l'histoire des crevettes de Tata Jacqueline, c'est le moment où je me promets de réussir à dire non à Tata la prochaine fois que ces crevettes sont tièdes et toutes molles et que j'ai pas envie de les manger. La 5e étape, c'est de fusionner avec nos histoires limitantes. Et en gros, la prochaine fois que je ressens le symptôme, je fusionne avec l'histoire. C'est l'étape où je me couche dans le lit, je ferme les yeux et je vis pleinement mon mal de ventre et mon envie de vomir en réussissant à ne pas être dans l'action, juste dans la fusion avec la sensation. Et donc, c'est le moment où je prends pas ces antivomitifs aussi. L'étape suivante, c'est la préparation pour la résolution. C'est le moment où mon corps commence à pulser et où il y a suffisamment d'énergie qui se crée pour que j'ai l'énergie de résoudre ça. Puisque tout changement de paradigme demande un autre niveau d'énergie. Si on reprend l'histoire de la malheureuse crevette avariée, c'est le moment où tu as de plus en plus de spasmes de l'estomac et que tu sens que la résolution va pas tarder, quoi. Et du coup, l'étape 7, la résolution. Alors, c'est le moment où ça sort. Donc, ça, on pleure, on ressent, on traverse. Dans notre exemple, on vomit. C'est le vomi libérateur. Qui nous amène à l'étape 8, celle du vide. Le moment où, ça y est, c'est calme. Et à ce moment, on expérimente un changement de niveau de conscience. Ce vide, en fait, ça permet la création d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle vie. Donc, la possibilité de déménager, de créer une nouvelle relation, d'avoir un nouveau taf, bref, se réinventer. Parce qu'en fait, quand on n'est plus dirigé par l'ancien paradigme, ça, il y a de la place pour le nouveau. Et donc, c'est là qu'on peut se réinventer. Dans notre exemple de la crevette, c'est le moment où on envisage à nouveau qu'on peut manger quelque chose de sain pour notre corps, où on peut à nouveau se remplir. L'étape suivante, l'étape 9, c'est la lumière. Tout s'éclaire d'un coup. On a un sentiment de gratitude et d'amour pour tout ce qui nous est arrivé jusque maintenant. On accède à l'information et on voit ce qu'on aimerait être dans le futur. Dans notre exemple, on remercie notre corps de nous avoir permis d'expulser l'élément toxique de notre organisme. Et ça nous amène à la 10e étape, l'ascension. C'est le moment où on fusionne avec l'information, on devient cette gratitude et cet amour, et on fait l'expérience du futur qu'on a imaginé. L'étape 11, c'est la descente. C'est le moment où notre intuition nous dit quelque chose, où on voit comment cette lumière peut descendre dans la matière, où on a accès aux plans, aux actions. Et enfin, la dernière étape, c'est la communauté, à savoir l'inspiration de partager ça avec les autres, puisque toute transformation a pour but d'élever l'humanité entière et on a envie d'en parler. C'est le moment où tu vas expliquer à tes proches quand il y a des crevettes qu'il faut les manger fraîches, sinon ça rend malade. C'est un peu matériel et très bas comme exemple, mais on est bien d'accord que le jour où tu découvres X technique ou X
truc qui te permet de retrouver ton pouvoir intérieur pour transcender quelque chose, tu vas avoir envie de partager ça aux gens autour de toi pour qu'eux aussi améliorent leur vie. Et en gros, des étapes 1 à 7, il y a un renforcement du soi, de notre ego sain, parce que dans l'étape 1, on s'identifie à la situation, aux circonstances, et à l'étape 2, on cherche une solution à l'extérieur. Mais au fur et à mesure que la confiance en soi devient de plus en plus forte, on se permet de traverser les étapes. Et ensuite, des étapes 8 à 12, on dissout le soi pour fusionner avec le tout. Et tu vois, dans les courants philosophiques et spirituels orientaux, on va plutôt être basé là-dessus, le fait de dissoudre le soi dans le tout, alors qu'en Occident, on va plutôt avoir cette histoire de renforcer l'ego. Et en fait, les deux sont nécessaires. Le truc, c'est que pour aller plus vite, des personnes utilisent des outils externes pour accéder directement aux dernières étapes, par exemple de l'ayahuasca, des drogues, des cérémonies chamaniques et autres. Mais en fait, si on passe pas par les premières étapes, le soi, il n'est pas suffisamment fort et stable pour intégrer pleinement ce qu'il va vivre aux dernières étapes. Et en fait, il y a un vrai prix à payer à ça. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes vivent des dissociations en utilisant ces outils. Et le message derrière cette remarque, c'est que les raccourcis que j'essaie de prendre finissent par me ralentir et me faire souffrir plus que si j'avais suivi le rythme naturel du moment et de l'étape. Ça marche aussi pour les gens qui arrivent directement de très hauts revenus en peu de temps, par exemple, ou qui gagnent au loto. Leurs ressources internes et externes ne sont pas prêtes à jouer à ce niveau-là. Il y a un vrai prix à payer à sauter les étapes. Par exemple, si tu as soudainement 100 millions d'euros par an, tu vas avoir une angoisse de gestion financière et humaine, des menaces extérieures, des gens qui vont... Tu vas être une proie pour des gens qui veulent cet argent, tu vas gagner sûrement en visibilité, en notoriété. Et si tu n'as pas des structures en place pour gérer cet argent, gérer tes potentielles équipes, et qu'à l'intérieur, ton système nerveux, il n'est pas habitué à gérer ce type de stress, parce qu'un stress de 100 millions, c'est pas le même qu'un stress à 2000 euros, tu vois, et tu risques vraiment d'en chier, tout simplement. Et du coup, chacune de ces étapes, elle a un rythme, et chacune demande d'être traversée avec ce rythme. Voilà. Et au final, ce livre, il invite à embrasser notre propre rythme, plutôt que d'essayer de griller les étapes, et d'être à l'écoute de nos symptômes pour s'en servir, plutôt que d'essayer de les éradiquer sans prendre compte de leurs messages cachés. Du coup, moi, j'aimerais te demander, dans quel domaine de ta vie tu ressens de la souffrance aujourd'hui ? Et comment ce symptôme peut-il t'aider à adapter ton quotidien et ta vie vers quelque chose qui t'inspire et t'enthousiasme plus ? Voilà, j'espère que cet épisode t'aura permis de mettre de la lumière sur une situation que t'aimerais faire évoluer dans ta vie. Et si tu penses qu'il pourrait servir à un ou une de tes proches, tu peux lui partager pour lui permettre de mieux comprendre ses douleurs. Sur ce, à mardi prochain, et d'ici là, kiffe bien.